Bienvenue dans la petite histoire pour continuer sur cette thématique consacrée aux grands corsaires de l'histoire de France. Il faut dire qu'on en a eu pas mal. La semaine dernière, je vous avais parlé d'un corsaire oublié, Jacques Cassard, et je vous disais qu'il avait plus ou moins vécu dans l'ombre d'un autre corsaire qui était le plus célèbre de son temps, et c'est justement de lui dont on va parler aujourd'hui, René du Guestroin. Là, on est vraiment avec Surcouf et Jean Bart sur le podium des plus grands corsaires de l'histoire de France de tous les temps. René du Guestroin est une légende de son époque et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit du grand siècle de Louis XIV. Il est surtout connu pour avoir été à la fois un corsaire malouin redoutable, au palmarès impressionnant, mais aussi un officier de marine non moins remarquable. À son actif, la prise de nombreux convois anglais, hollandais ou portugais, mais surtout en 1711, la prise retentissante de Rio de Janeiro. René du Guestroin, corsaire du Roi Soleil, c'est maintenant. Ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est qu'il est né à Saint-Malo au sein d'une importante famille de marins et qu'au départ, il ne s'appelait pas René du Guestroin, mais René Troin, parce que c'est plus tard, par la suite, suite à ses exploits, qu'il sera anobli par le roi. Il naît donc en 1673, à Saint-Malo bien sûr, parce que des corsaires pareils, seul Saint-Malo sait en produire, et à la base, on le destine à l'église. Il étudie donc au collège de Rennes, puis la philosophie à Caen, mais quand son père meurt, sa mère se décide, pour des raisons financières, à en faire un marin. Sauf que René ne veut pas s'engager en mer tout de suite, il préfère continuer ses études à Rennes un petit moment. Et quand je dis continuer ses études, c'est surtout profiter de la vie, parce qu'à cette période, il fréquente les bars, les salons, il joue aux cartes, aux dés, on le retrouve bien souvent dans des bagarres ou dans le lit des dames. Il mène une vie de jouissance et de débauche donc, et ça va tellement loin ces conneries qu'au bout d'un moment, son frère aîné est obligé de venir le chercher, de ramener à Saint-Malo, et c'est là qu'on se décide à en faire un marin. Là débute sa carrière sur les mers qui lui offrira un incroyable destin. Nous sommes en 1689 et sa première sortie en mer à bord de la frégate corsaire La Trinité se passe mal puisqu'il souffre du mal de mer, et il en souffrira toute sa vie d'ailleurs, ce qui est quand même assez paradoxal. Son baptême du feu n'est pas plus enviable, puisque pour sa deuxième sortie à bord de la Trinité, il croise un navire corsaire ennemi. Le combat s'engage, et au moment de monter à l'abordage, son maître d'équipage s'élance le premier. Et là, sous ses yeux, le pauvre bougre s'élance, les navires s'écartent, et au moment de sa chute, ils se rejoignent à nouveau. Je vous laisse imaginer la suite. Du Guestroin la raconte d'ailleurs dans ses mémoires, je cite: « Notre maître d'équipage, à côté duquel j'étais, voulut y sauter le premier. Il tomba par malheur entre les deux vaisseaux qui, venant à se joindre dans le même instant, écrasèrent sous mes yeux tous ses membres et firent rejaillir une partie de sa cervelle jusque sur mes habits. » Entre le mal de mer et les bouts de cervelle sur les vêtements, on va dire que ça aurait dû le rebuter. Et ben en fait, pas du tout. Il adore ça et il compte bien continuer. Les missions en mer s'enchaînent pour notre ami du Guestroin qui commence à prendre de l'expérience. Un jour, alors que sa frégate attaque un convoi anglais, il conseille intelligemment, grâce à son intuition, son capitaine. Il s'empare d'ailleurs lui-même d'un vaisseau, il se prend un coup de pistolet, mais il parvient à soumettre le capitaine anglais d'un coup de sabre. Il faut le préciser, et ça c'est quelque chose qui le suivra toute sa vie, du Guestroin a comme une sorte d'étoile, une sorte d'intuition qui le guide, et qui rarement l'induit en erreur, même après des mois en mer, lorsqu'il sent qu'un convoi n'est pas loin, et alors que tout l'équipage en a ras-le-bol et veut rentrer au port, lui, il est souvent le seul à y croire encore, à persévérer, à motiver ses hommes, et très souvent a raison. Il poursuit donc ses sorties fructueuses, au point que sa famille lui confie ensuite le commandement de son propre navire de 14 canons, puis des navires et des escadres de plus en plus importantes, à mesure que sa renommée grandit. En 1692, il capture un convoi de 30 vaisseaux marchands anglais. L'année suivante, cette renommée est telle qu'on lui confie pour la première fois le commandement d'un navire du roi. Donc un navire du roi mis à disposition des corsaires, l'Hercule, 28 canons, avec lequel il va continuer à se faire plaisir. Il faut dire qu'à cette époque, on est en pleine guerre de la Ligue d'Augsbourg, donc c'est une coalition européenne générale contre la France de Louis XIV, et donc à peu près tous les vaisseaux non français qu'on croise sur les mers sont des vaisseaux ennemis. Autant dire que c'est une époque bénie pour les corsaires. En 1694, il se retrouve pris entre la côte anglaise et un convoi de 6 vaisseaux de guerre britanniques de 50 à 70 canons. Forcé à l'affrontement, il mène un rude combat. Il ne veut jamais abandonner, même si le combat est perdu d'avance,
pour vous dire à quel point il ne veut pas abandonner. Ces hommes se réfugient dans la cale pour éviter le combat et lui, il leur balance des grenades pour les faire sortir. Mais il est finalement capturé et envoyé en prison à Plymouth. De là, il va ajouter une autre page à son histoire, l'évasion. Pendant sa détention, il va sympathiser avec un garde qui était un Français réfugié, tombé fou amoureux d'une marchande qui venait rendre visite à Duguay-Trouin et qui l'appréciait. Alors Duguay-Trouin va lui proposer de jouer l'entremetteur, mais à condition bien sûr de pouvoir sortir juste un soir dans l'auberge voisine pour organiser la rencontre, évidemment. Le garde amoureux accepte, sauf que dans le même temps, Duguay-Trouin entre en contact avec des marins suédois qui vont être chargés de venir le chercher et de lui refiler un habit de marin suédois. Ainsi, le jour J, aussitôt le garde en compagnie de sa marchande, Duguay-Trouin s'enfuit par-dessus le mur de l'auberge, rejoint ses complices, enfile l'habit suédois et traverse la Manche pour rejoindre la côte bretonne qu'il embrasse à son arrivée. Aussitôt évadé de prison, aussitôt reparti puisque son frère était en train d'affréter un navire pour lui. Il reprend donc sa vie de corsaire, mais en 1697, la guerre de la Ligue d'Augsbourg se termine et c'est là que va donc débuter sa nouvelle carrière en tant que capitaine de frégate dans la marine royale. Après quelques années de service, une nouvelle guerre éclate. En 1701, c'est la guerre de succession d'Espagne et dès le début du conflit, il applique ce qu'il sait faire de mieux, à savoir capturer un grand nombre de vaisseaux ennemis. En 1707, pour ses exploits et son service, il est fait chevalier de l'ordre de Saint-Louis et en 1709, il est anobli par le roi. C'est là que son nom passe de Trouin à Duguay-Trouin. C'est quand même un peu mieux. C'est pas ouf, mais c'est un peu mieux. C'est en 1711 qu'il entre définitivement dans la légende puisqu'il est envoyé par le roi avec son escadre s'attaquer aux colonies portugaises de l'Amérique du Sud. Arrivé à destination et ayant capturé un bateau anglais en route, parce qu'il faut toujours se faire plaisir, il s'attaque à la très riche colonie portugaise de Rio de Janeiro, extrêmement bien défendue par ses ports présents à l'entrée de la baie. Duguay-Trouin se faufile, s'élance aussitôt à l'attaque des forteresses, parvient à débarquer ses 3700 hommes et son matériel, et là leur rage de vaincre est telle que les Portugais, pourtant bien plus nombreux, sont culbutés les uns après les autres. Les forts sont capturés, puis c'est au tour de la ville d'être attaquée, alors que pas moins de 12 000 Portugais la défendaient. Ils prennent tous la fuite en panique. Victorieux, Duguay-Trouin, qui est en mission de corsaire et non en mission de conquête, va donc rançonner la ville et il rentre en France avec 4 millions de livres à son bord. Cette prise monumentale fait parler de lui dans le monde entier, il est acclamé, le roi en est ravi puisqu'il était dans une bien mauvaise posture dans cette guerre qui se termine en 1713. Lorsque le roi s'éteint en 1715, la paix revient et Duguay-Trouin choisit de mettre fin à sa carrière. Mais quelle carrière et avec quel bilan? Après toutes ces années de service et d'aventure, il aura capturé quelques 300 navires au total, dont plus d'une vingtaine de navires de guerre, le tout avec une intelligence et une audace sans pareil. Et il a capturé Rio aussi, c'est quand même pas mal. Il fera encore quelques missions sur la fin de sa vie et il mourra à Paris en 1736, fatigué et usé par cette vie trépidante. Il sera inhumé dans la capitale, mais en 1973, son corps sera ramené dans sa ville natale, la ville de légende des corsaires de son rang, Saint-Malo. Il aura été un corsaire redoutable, capitaine de navire à 18 ans, capitaine de vaisseau du roi à 24 ans, et il aura multiplié les exploits et les coups d'éclat, en tout 80 combats, tous d'une violence inouïe bien sûr. Toutes ces années, il a rendu la vie dure, notamment aux Anglais et aux Hollandais, et moi je dis que quelqu'un qui a contribué d'une manière ou d'une autre à rendre la vie des Britanniques un peu plus compliquée mérite bien toute notre estime et a pleinement réussi sa vie. Merci à tous et à la semaine prochaine.